Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 43e épisode des rencontres de Training You. Pour ceux qui ne le savent pas encore, on invite chaque semaine soit un professionnel, soit une entreprise des secteurs de la corporate finance ou du conseil en stratégie pour décrypter un peu cet univers souvent méconnu des étudiants. Il s'agit aujourd'hui d'une rencontre corporate finance et je suis ravi d'accueillir Léopold Litti qui est associé, c'est la Société Générale. Du coup, bonjour à toi, Léopold. Et Bonjour à tous. voilà, merci pour ta présence. Je vais juste dérouler l'agenda de cette rencontre et présenter Training avant de te donner la parole. Du coup, aujourd'hui, la rencontre sera divisée en trois parties. D'abord, on commencera par parler du parcours de Léopold et de sa présentation. Ensuite, du processus de recrutement et mission en poste chez la Société Générale en M&A Real Estate. Et enfin, des tendances du M&A dans ce secteur-là. Et bien sûr, vers la fin, vous aurez un moment pour poser toutes vos questions à Léopold, soit en levant la main et je vous donnerai à ce moment-là la parole, soit sur le chat et je relirai vos questions. TrainingView, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, est une plateforme de préparation en ligne aux entretiens en corporate finance et en conseil en stratégie qui a été cofondée par Guillaume Pommier et Young Segwan, deux anciens banquiers M&A de Lazare, qui ont constaté ce décalage entre les cours assez théoriques de l'école et les exigences très techniques et très pratiques d'un processus de recrutement dans ces deux secteurs-là. La mission de Trainio n'est pas de remplacer, mais en fait de compléter vos cours à l'école avec du contenu qui est adapté à ces entretiens et aussi de vous fournir les compétences et les skills de base dont vous aurez besoin en début de carrière qui ne sont généralement pas apprises à l'école. Quelques chiffres sur Trainio. Depuis 2019, Trainio a formé plus de 6 000 étudiants. La majorité de ces étudiants ont suivi nos cours en ligne où nous avons énormément de contenu. Nous avons des partenariats avec plus d'une cinquantaine d'associations, des écoles et des entreprises. Et enfin, nos alumni travaillent dans plusieurs banques et fonds d'investissement. Et vous avez ici dans ces slides quelques exemples de banques où nos alumni ont trouvé leur stage au premier CDI. Voilà, j'ai fini avec ma petite présentation de Trainio. Ma première question pour toi, Léopold, Oui, et, et comment tu as découvert, comment en fait tu as découvert cet univers de la corporate finance? en fait, ça s'est fait assez tôt dans mes études. Dans le cadre de ma licence, j'ai fait un stage en deuxième année en tant qu'analyste crédit dans une agence bancaire. Et donc, j'avais beaucoup apprécié en fait le côté analytique. Donc, l'idée à l'époque, c'était donc d'analyser les liasses fiscales de clients qui demandaient des crédits et donc d'émettre une opinion sur la ligne de crédit qui était demandée. Donc, c'était que des clients professionnels. Et donc, j'avais vraiment aimé voilà, ce côté analyse financière pure. Et c'est en fait ce qui m'avait motivé ensuite à poursuivre mes études dans ce domaine. Et pour revenir rapidement sur ton parcours académique, tu as réalisé une licence en économie, comme tu viens de dire, quantitatif, à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Strasbourg. Ensuite, un master à la Sorbonne en ingénierie financière et en stratégie fiscale. Et un second master à l'ESSEC en technique financière. Peux-tu en fait nous raconter comment tu as structuré ce parcours et en quoi ces différentes formations t'ont été utiles en début de carrière en M&A? Effectivement, mon parcours en fait a été jalonné de différentes étapes et de différents stages qui, l'une après l'autre, en fait, m'ont permis d'atteindre l'échelon suivant. J'ai effectivement commencé par une licence en économie parce qu'en fait, je souhaitais mieux comprendre, me familiariser en fait avec la gestion d'entreprise et mieux comprendre les problématiques économiques actuelles. Ensuite, donc, j'ai fait un premier stage en tant qu'analyste crédit. Du coup, voilà, le côté analytique m'avait beaucoup plu et c'est en fait ce qui m'a motivé à poursuivre mes études dans ce domaine. Donc, j'ai ensuite fait des stages en tant qu'auditeur et analyste financier. J'aimais bien toujours ce côté analytique, mais c'est vrai que je cherchais quelque chose de plus stratégique dans le cadre de mes études et c'est pourquoi je me suis dirigé donc vers le MNS suite à mon master que j'ai réalisé à la Sorbonne. Donc, j'ai donc effectué 2 stages en boutique et ensuite j'ai voulu donc consolider ce bagage théorique donc, qui était porté à la fois sur la finance, le droit et la fiscalité par un master vraiment spécialisé en corporate finance, donc à l'ESSEC. Et c'est suite à ce master-là que j'ai fait ma dernière expérience professionnelle en tant que stagiaire, donc à la Société Générale. Et mis à part ton expérience de stagiaire à la Société Générale, tu as réalisé deux autres stages en M&A.
chez Edmond Rothschild et chez Ghost Partners. Peux-tu nous parler un peu de ces expériences du côté candidature, mais aussi des missions en poste? Oui, bien sûr. Donc, mon stage chez Edmond Rothschild, c'était ma première expérience en M&A, donc ça m'a vraiment permis de me confronter au niveau d'exigence de ce métier et de développer donc ma rigueur et mon attention aux détails. Je pense que pour tout premier stage en M&A, il y a un petit peu un grand saut qui se fait parce que c'est un secteur qui est vraiment très exigeant. Donc, c'était mon premier contact avec le M&A. Chez Edmond Rothschild, c'est une franchise qui, depuis, s'est bien développée sous la houlette d'Arnaud Petit. Donc, pour moi, je trouve que c'était été une très, très bonne école pour démarrer en fusion-acquisition. Pour obtenir ce stage, j'avais préalablement fait un stage en audit que j'ai pu valoriser, notamment sur le côté analyse financière, expérience déjà en termes de rigueur et de compétences analytiques au niveau des comptes financiers. Ensuite, j'ai fait un deuxième stage chez Guts Partners, donc qui était une boutique en fait internationale, mais avec deux principaux bureaux qui sont situés en France et en Allemagne. Donc là, le métier était assez similaire, mais c'est vrai que c'était une culture d'entreprise qui était différente. Donc ça m'a vraiment permis de consolider cette première expérience en boutique. Ça m'a permis de découvrir donc le segment mid-cap. Donc le segment mid-cap, c'est des entreprises qui ont généralement donc, une taille plus petite, mais qui sont souvent des sociétés non cotées ou des sociétés familiales. Donc il y a des problématiques qui sont particulières, notamment sur tout ce qui est transmission d'entreprise. Ouais. C'est également des sociétés pour lesquelles l'accès à l'information est moins facile, mais qui, de par leur taille, permettent d'avoir une très, très bonne exposition, y compris en tant que stagiaire. Je me souviens de process auxquels j'ai participé. Je participais aux réunions clients. J'ai même pu faire des visites de sites, des choses comme ça. Donc, il y a une véritable exposition qui est peut-être moins présente dans le cadre d'un stage dans une structure large cap. Et directement à la fin de tes études, tu as rejoint Société Générale à l'issue de ton stage et tu les as rejoints directement en CDI, en M&A. Quelle a été ta stratégie pour décrocher cette offre? Alors, en fait, non, en fait, j'avais fait mon stage de fin d'études dans l'équipe Consumer Retail de la Société Générale. Oui. Et en fait, dans le cadre de mon stage, j'ai appris qu'ils voulaient recréer une franchise real estate. Donc, en fait, le secteur immobilier, il faut savoir que c'est un secteur qui a énormément souffert pendant la crise financière, avec des valorisations qui avaient atteint vraiment des niveaux très, très bas. Donc, en fait, l'activité M&A sur ce secteur était très, très faible pendant plusieurs années. Donc, la Société Générale avait décidé de fusionner l'équipe Consumer Retail et l'équipe Real Estate avec un directeur qui avait pour responsabilité de travailler sur ce sous-secteur plus particulièrement. Et donc, ils ont décidé de recréer une équipe au moment où moi, je faisais mon stage. J'avais eu l'occasion de pas mal travailler avec ce directeur et donc j'ai postulé. Il faut savoir qu'avant, donc, avant ça, j'avais eu une petite expérience en parallèle de mon master à la Sorbonne, dans le cadre d'une petite boutique qui était vraiment spécialisée dans l'immobilier de santé, qui s'appelle Your Care Consult. Et donc, j'avais déjà eu un premier aperçu de ce secteur et c'est un secteur qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc, j'ai postulé et ensuite, du coup, j'ai été embauché. Et quelles sont les particularités de ce secteur quand on travaille en M&A? Ouais. Ouais, alors, il faut savoir que donc le métier, c'est un métier qui est assez similaire au M&A classique. Donc, il y a des opérations de fusion, d'acquisition, des cessions, des augmentations de capital et autres opérations de financement. Ce qui est en plus, ça va être tout ce qui est aussi opération d'acquisition et de cession de portefeuille. C'est-à-dire qu'une société peut céder une partie de ses actifs, mais pas forcément la société dans sa globalité. Donc, ça, en fait, ça permet d'avoir un plus grand nombre d'opérations. Après, sur les différences avec le M&A classique, on travaille avec des acteurs qui sont différents, donc des foncières, mais également des asset managers, des fonds de private equity ou des sociétés, des corporates, mais qui ont des problématiques immobilières. Typiquement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de groupes dans l'agroalimentaire qui détiennent les murs de leurs supermarchés et hypermarchés, et donc qui peuvent avoir des problématiques de détention ou de cession de ces murs. Oui. On va travailler sur des actifs qui sont très différents, donc ça peut être à la fois des centres commerciaux, mais également des bureaux ou des maisons de retraite ou des hôtels. On va travailler avec des clients qui sont très rodés au processus d'acquisition de cession avec un bagage technique conséquent.
C'est lié à ce que je disais avant. C'est des sociétés qui ont l'habitude d'acquérir et de céder des actifs de manière régulière. Donc, en fait, c'est des clients qui sont déjà très préparés. Donc, il faut être déjà apporter une vraie valeur ajoutée du point de vue technique et process à ces clients qui sont déjà rodés. Et ensuite, je dirais qu'on travaille avec des agrégats financiers vraiment spécifiques au real estate. Donc, on va raisonner en termes de loyer et pas de chiffre d'affaires. On va raisonner en termes de taux d'occupation. On va établir des comparables en fonction du capitalization rate. Donc, c'est en fait le rapport entre le loyer et la valeur d'expertise de l'actif et non en multiples d'EBITDA. Et ensuite, une grosse particularité, je dirais que c'est qu'en fait, les actifs immobiliers, ce sont des actifs vivants. Donc, légalement, les sociétés foncières doivent réévaluer la valeur de leur patrimoine sur une base semestrielle. Donc, j'aime souvent bien comparer ça avec l'immobilier résidentiel classique. C'est-à-dire que si vous avez acheté un appartement dans les années 90 à Paris à 3 000 euros du mètre carré, aujourd'hui, si vous allez voir votre banque et qu'elle vous dit je ne peux pas vous prêter plus que tant parce que votre appartement vaut par exemple 100 000 euros, vous allez dire non, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des prix du marché, on est autour de 10 000 euros du mètre carré. Et donc, en fait, voilà, c'est un actif qui est vivant. Et donc, ça implique, voilà, c'est une grosse différence par rapport à d'autres secteurs d'activité. Et comme tu nous l'as bien expliqué, tu as fait des stages en boutique et un stage et un CDI dans une banque française. Quelles sont les particularités du M&A dans une banque française comme la Société Générale par rapport aux autres boutiques où tu as eu l'opportunité de faire tes stages? C'est un peu ce que je disais avant. Donc, effectivement, premièrement, il y a le stade de développement des sociétés qui n'est pas le même. En mid-cap, on va être plus sur des sociétés qui sont encore privées ou des sociétés familiales. Donc, il y a un certain nombre de problématiques qui sont spécifiques au mid-cap, tandis qu'en large-cap, on va être sur des sociétés, des groupes internationaux et des sociétés cotées. Le type d'opération n'est pas forcément le même. Effectivement, quand on travaille avec des boîtes cotées, on va avoir des problématiques. Donc, on va avoir des introductions en bourse, on va avoir des problématiques d'OPA, des problématiques de retrait de code, de spin-off qu'on n'aura pas forcément en mid-cap. Après, il y a aussi effectivement l'exposition. Donc, comme dit, hein, dans une banque qui a une taille peut-être un peu plus petite, on va avoir tendance à plus facilement donner de l'exposition aux juniors, ce qui va être peut-être moins le cas sur des très grosses opérations qu'on peut avoir dans une banque large cap. Merci Léopold pour cette présentation. On passe à la deuxième partie qui est le process de recrutement chez la Société Générale. Ma Oui, première question est quel profil recherche la SOG en M&A, que ce soit école ou expérience précédente? là pour le coup, je pense qu'on reste sur du très classique, hein. Forcément, ils vont rechercher donc du top école de commerce, école d'ingénieur ou université, avec effectivement, dans le cadre de l'expérience professionnelle, euh, le, le, le plus il y a d'expérience professionnelle et le plus c'est lié le plus les stages précédents ont permis de développer des compétences qui seront ensuite valorisées dans le cadre du M&A, le mieux c'est. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas que la Société Générale se distingue des autres banques. Voilà, un stage en audit ou dans le département corporate finance d'un corporate est effectivement toujours valorisé, parce qu'elle permet de développer déjà une connaissance technique, une connaissance sectorielle, ou alors tout simplement une habitude des standards attendus dans le cadre du monde professionnel qui est toujours apprécié. Et est-ce que vous recrutez en ce moment? Alors, à quel niveau? Est-ce que c'est niveau stagiaire ou plutôt analyste? Pour les deux, pour les stagiaires et les premiers CDI. Alors, pour les stagiaires, c'est un peu des recrutements tout au long de l'année. Je sais qu'actuellement, je pense que pour juillet, pour juillet, c'est sûr qu'ils sont complètement full. Septembre aussi. Donc là, ça va plutôt être des recrutements pour le mois de janvier. Au niveau analyste, il y a effectivement pareil, toujours des recrutements qui se font un petit peu au fil de l'eau de manière opportuniste. Je sais qu'ils ont tendance à faire généralement 1 à 2 recrutements d'analystes 1 par an, par équipe. Donc, il va y avoir les équipes secteurs plus l'équipe qu'on appelle la French Team. Mais à ce stade, j'avoue que je n'ai pas d'informations particulières sur l'état d'avancement de ces recrutements. Et au niveau du recrutement plus en détail, quel est le process de recrutement en M&A, plus particulièrement en real estate chez Société Générale? Alors,
Et ben, il y a un premier tour qui va être assez classique, donc avec un cas technique qui n'est pas forcément lié au real estate en tant que tel, plus deux entretiens qui vont être voilà, techniques et fit. Donc, ensuite, lors de ce premier tour, donc soit l'analyste, un des deux analystes de l'équipe, soit moi, rencontrons également le candidat. Suite à ce premier tour, donc le candidat va rencontrer les membres les plus seniors de l'équipe. Donc, il faut savoir que l'équipe Real Estate de la Société Générale, en fait, c'est une équipe qui est située à la fois à Paris et à Francfort. Donc, ça peut être les directeurs ou managing directors des deux pays. Je me permets de rajouter faire un petit aparté à ce niveau-là. Dans le cadre des stratégies de candidature, ça peut être pertinent de faire des candidatures aussi dans l'équipe d'Allemagne. Donc, c'est une équipe dont le directeur est espagnol. Donc, c'est une équipe qui a l'habitude voilà, de travailler en anglais. Il ne faut pas forcément être bilingue en allemand pour pouvoir postuler à Francfort. Et c'est une équipe qui a des besoins assez récurrents de stagiaires. Donc, ça peut aussi être une stratégie pour démarrer avec une première expérience en M&A, de postuler en fait au bureau de Francfort qui a, voilà, que ce soit en real estate ou pour d'autres équipes, mais qui est souvent à la recherche de stagiaires. Et pour les personnes qui sont intéressées par ce secteur du real estate, comment en fait personnaliser sa candidature à ce secteur-là, que ce soit au niveau du CV ou des arguments à intégrer dans la lettre de motivation? Alors, idéalement, s'il y a déjà des expériences liées au secteur de l'immobilier, c'est toujours un gros atout. Sinon, c'est de démontrer son attrait pour le secteur, d'aller un petit peu au-delà de j'aime bien de l'immobilier parce que dans ma famille, il y a des gens qui détiennent de l'immobilier. Il faut un petit peu se renseigner, un petit peu regarder un petit peu s'intéresser au secteur, aux drivers du secteur, avoir une réponse un petit peu, voilà, travailler, qui ne s'arrête pas aux généralités. Vraiment essayer de faire des recherches pour sortir quelques éléments pertinents. Nous, on ne s'attend pas non plus à avoir en face de nous des experts. Pour info, nous, on vient de recruter un analyste qui n'avait pas encore eu d'expérience dans le secteur immobilier, mais on demande quand même voilà, de s'être un minimum intéressé au secteur pour pouvoir avoir pour, pour pouvoir prouver sa motivation, on va dire. Et dans ce sens-là, quelles sont les particularités des entretiens M&A Real Estate? Quelles sont ces spécificités sur le secteur à connaître pour un entretien, que ce soit les tendances du secteur, les métriques, les deals récents, etc. Bah, ça va être alors, comme dit avant, ça va être d'avoir fait un peu ses recherches en amont, en amont de l'entretien. Donc, ça va être de connaître les métriques un petit peu typiques de l'immobilier. Donc, on va avoir par exemple tout ce qui va être la GAV, donc c'est la valeur d'expertise du patrimoine. Donc, c'est le fameux patrimoine qui est réévalué sur une base semestrielle, connaître des notions telles que la LTV, qui est le rapport en fait entre la dette et la valeur du patrimoine d'une société, avoir un petit peu une connaissance des différents sous-segments qui en fait composent l'immobilier et effectivement des tendances du secteur. C'est vrai qu'après le Covid, encore plus qu'avant, on a vu que en fait, les différents sous-segments de l'immobilier, ça va être l'immobilier de bureau, la logistique, la santé, l'hôtellerie, suivaient en fait des tendances qui pouvaient être très, très différentes les unes des autres. Et donc, quand même, s'être un petit peu formé à ça en amont pour montrer qu'on a compris les bases du secteur. Pour ceux que ça intéresse, il y a un petit bouquin qui a été écrit par Philippe Thomas, qui est le directeur du master spécialisé de l'ESCP, qui s'appelle Real Estate Finance. C'est un petit bouquin qui fait une centaine de pages, je crois, et qui a vocation en fait à vulgariser euh, l'immobilier, l'immobilier, on va dire, la, fin, la sphère de la finance autour de l'immobilier, Mm. qui est un petit livre qui est très facilement lisible et que je conseille généralement à tous mes stagiaires ou analystes quand ils arrivent parce que ça permet vraiment de se mettre un pied à l'étrier. Ça peut se lire en quelques jours, mais ça donne une bonne overview du secteur que je trouve très intéressante. Alors après, je sais que c'est un livre qu'il édite généralement, enfin, je crois comprendre, pour les promos de ses étudiants, donc c'est pas édité fréquemment et pas un grand nombre de livres, mais je crois qu'en bibliothèque, ça peut se trouver. C'est voilà.
Et on passe à la partie 3 Ouais. du webinaire qui sont les missions en poste des stagiaires réalistes. Quelle est la journée type d'un analyste en M&A? Alors pour être honnête, je pense que c'est pas particulier à notre secteur. Il n'y a pas vraiment de journée type. En fait, ça va vraiment dépendre des sujets en cours et de leur stade d'avancement en fonction qu'il y ait des exécutions en cours ou qu'on soit dans une période plus orientée marketing. Généralement, c'est bien de se tenir informé effectivement sur les dernières opérations du secteur. C'est vrai qu'il y en a beaucoup entre les acquisitions, cessions d'actifs unitaires, typiquement des très gros hôtels sur la partie upscale luxury, des portefeuilles ou alors des très grosses opérations transformantes. C'est bien de se tenir informé. L'évolution aussi de ce qu'on va appeler les yields, donc qui est toujours le rapport entre le loyer et la valeur de l'actif qui a tendance à beaucoup évoluer en ce moment, compte tenu de l'inflation, de la hausse des taux, mais également des anticipations des investisseurs. Et après, oui, pour le coup, j'ai pas une réponse très précise à donner. Ça va vraiment dépendre du pipe et des sujets en cours. Et peux-tu nous donner un exemple de mission marquante que tu as réalisée chez la SOG? Ouais, il y en a deux. La première, c'est quand je suis arrivé, donc dès les premiers mois, j'ai travaillé sur l'introduction en bourse de Shurgard. C'est un acteur donc, qui est présent dans le self-storage. Donc, ça va être des actifs voilà, donc avec des cellules de stockage pour du mobilier ou autre. Donc, c'est un process qui m'a marqué parce que pour le coup, on avait des workstreams qui étaient assez importants. Donc, on était responsable de tout ce qui était préparation des documents marketing. Donc, ça va être l'early look et ensuite l'analyse presentation. Donc, ça m'a tout de suite mis dans le grand bain. Et c'était un process où on était en contact direct avec, même moi, donc avec le CFO et le CEO de la boîte. Donc, ça m'a tout de suite voilà, plongé au cœur du métier avec des considérations stratégiques et une attente de résultats que j'ai trouvé très intéressante. Et ensuite, plus récemment, donc, notre équipe a accompagné Primonial dans le cadre de l'acquisition de la participation d'ICAD dans ICAD Santé. Donc là, on était sole advisor du côté de Primonial. Et donc, c'est vrai que c'était une opération aussi voilà, stratégique dans le cadre de l'immobilier de santé et que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Et est-ce que la taille de votre équipe aujourd'hui a-t-elle un impact sur l'exposition des juniors sur ces missions? Oui, alors effectivement, donc on est une équipe qui est composée de 5 personnes au bureau de Paris et de 4 personnes au bureau de Francfort. Et c'est vrai que je pense qu'un avantage d'une équipe plus petite pour les stagiaires, c'est qu'ils sont vraiment très, très, très responsabilisés et très exposés sur les processus sur lesquels ils auront l'occasion de travailler. Je pense notamment à l'opération d'avant dont je viens de parler, les deux stagiaires qui ont travaillé avec nous au cours du premier semestre 2023 ont été fortement exposés sur cette opération. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du stage et de la qualité de travail des stagiaires, on a tendance à les responsabiliser, peut-être plus que dans d'autres équipes où il peut y avoir une équipe plus importante de stagiaires. Nous, du coup, c'est vrai qu'on a 2 stagiaires de manière générale. Et donc, comme on a beaucoup de sujets, ils vont être fortement impliqués. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui contribue vraiment à leur courbe d'apprentissage. Et c'est vrai que, comme dit, le secteur immobilier aussi, c'est un secteur qu'on peut retrouver plus tard. Donc, je pense que c'est bien d'avoir une base, de connaître un peu le secteur, de le comprendre, parce que c'est quelque chose qui peut revenir plus tard dans le cadre d'une carrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'assureurs, d'asset managers et de fonds de private equity qui allouent des poches en fait au secteur de l'immobilier. Ouais. Et donc, c'est un secteur qui offre des perspectives de carrière après qui peuvent être très intéressantes. Et le secteur, il fait actuellement face à plusieurs difficultés, que ce soit macroéconomiques ou même géopolitiques. Est-ce que votre activité était la plus difficile face à cet environnement? Oui, totalement. En fait, la hausse des taux en réponse à l'inflation a eu un impact très fort, encore plus dans l'immobilier, parce que ces acteurs, en fait, dans ce secteur qui opèrent avec un niveau d'endettement récurrent qui est généralement élevé. Les foncières ont quotidiennement recours à de la dette pour acquérir des immeubles. Donc, en fait, face à la hausse des taux, les investisseurs ont plus eu accès au crédit de manière aussi aisée que précédemment, ce qui engendre sur le long terme une baisse globale du prix des biens immobiliers, puisqu'il y avait moins d'acquéreurs en face.
Ouais. qui sont aussi accentuées en fait par les craintes de ralentissement de l'économie. Donc, d'un point de vue locatif, dans les faits, en fait, les loyers sont censés être indexés sur l'inflation. Donc, on est censé être théoriquement protégé de ce phénomène. Toutefois, afin d'éviter le risque de vacances, les hausses ne sont pas forcément répercutées sur les locataires. Et donc, le ralentissement en cours amène aussi à une décélération en fait, des hausses de loyer, justement, pour éviter que des locataires ne décident de partir ou de ne pas renouveler le bail. Et ensuite, donc, les foncières étant dans l'obligation de revaloriser leur patrimoine immobilier, donc une à deux fois par an, la valorisation des biens, en fait, elle se fonde à la fois sur le prix des dernières transactions réalisées, mais également sur les loyers à venir. Et donc, à cet égard, en fait, les futures valorisations devraient pour la plupart être revues à la baisse. Et donc, ça a un effet en chaîne, c'est-à-dire que, par exemple, la notion de LTV qui rapporte la dette à la valeur du patrimoine, ben, à dette financière égale, mais à valeur du patrimoine plus faible, ça va tendre en fait les ratios de crédit et ça peut amener à des problématiques de financement qui peuvent être assez importantes. Ça avait été le cas notamment au moment du Covid, avec certaines sociétés dont les covenants étaient dépassés et donc qui étaient amenées à devoir restructurer leurs dettes ou à négocier avec les établissements de crédit leurs dettes parce qu'ils étaient dans des situations délicates. Et est-ce que d'un autre côté, ce ralentissement a-t-il un impact sur les recrutements, que ce soit pour les stagiaires ou les analystes en M&A? Alors c'est un petit peu compliqué à dire parce que c'est vrai que notre équipe étant d'une taille plus petite, ça va vraiment être lié aux besoins de l'équipe. Là, nous, on a fait un recrutement il y a un mois maintenant parce qu'on avait plusieurs sujets en cours. Pour le coup, assez paradoxalement, on a eu plusieurs mandats en cours et donc des besoins de recrutement. Je crois comprendre qu'il y avait eu un moment un gel des embauches plus tôt dans l'année, mais qui a été levé. En tout cas, au niveau analyste sortie d'études, il y a toujours c'est quelque chose qui est généralement, qui ne rentre pas dans le gel des recrutements et qui se fait sur une base continue. Merci à toi, Léopold, d'avoir répondu à mes questions. Avant de passer au Q&A, je vais juste repartager mon écran pour présenter les packs TradingView. Du coup, pour ceux qui cherchent un stage ou un premier CDI en M&A, et comme c'est la période des recrutements pour les stages à venir, que ce soit chez la Société Générale ou chez d'autres banques ou boutiques ici à Paris, n'hésitez pas à faire un tour sur nos packs en ligne. On propose trois différents packs qui sont totalement flexibles et sans engagement où il y a énormément de contenu. Vous pouvez par exemple prendre un mois et résilier ensuite. Ça dépendra de votre temps de préparation, mais aussi de votre besoin. Nos packs contiennent 22 cours sur la M&A, Corporate Finance, Summer Internship et autres outils pratiques, Excel et PowerPoint. Plus de 300 questions d'entretien corrigées par des professionnels en poste. Trois tests d'entraînement qui vous formeront pardon, sur la technique et 65 fiches banques et fonds de private equity ici à Paris et des webinaires et podcasts exclusifs avec des professionnels pour avoir un retour d'expérience un peu plus concret. Et pour la semaine prochaine, pour les personnes intéressées, je suppose tout le monde par le secteur de la corporate finance, nous aurons l'occasion d'inviter Raphaël Donadieu, qui est associé M&A chez PwC et qui suit le graduate programme M&A, TS et Valuation. Ça sera du coup mercredi 28 juin à 12h15 aussi. Voilà, je vais prendre les questions sur le chat. Euh, Première question, vous utilisez quelle méthode de valo en M&A Real Estate? Alors, plusieurs méthodes de valorisation qui existent. Donc, pour repartir des méthodes qui sont assez classiques, donc en termes de multiples boursiers, on va regarder deux types de multiples, donc principalement le FFO yield, qui est donc une sorte de ça pourrait s'apparenter à un résultat net, mais version cash, et le dividend yield. Une autre métrique qu'on va regarder aussi, ça va être tout ce qui est prime et décote sur NAV. Donc, en fait, la NAV, ça va être la valeur nette du portefeuille sur la base des rapports d'expertise réalisés
donc semestriellement par les experts. Donc, on va à partir de la GAV, duquel on va, pour le grossir, déduire l'ensemble des éléments de dette pour arriver à une valeur nette, principalement. Et donc, en fait, quand une société donc, a un cours de bourse qui est plus important que la NAV, on dit qu'elle est en prime sur NAV. Et sinon, on dit qu'elle est en décote sur NAV. On va aussi regarder pas mal de métriques liées donc au yield, qui est donc le rapport entre les loyers et la valeur des actifs. Ça, c'est une métrique qui est très regardée pour comparer des différents actifs et notamment le niveau de risque de ces actifs. On va comparer les yields. Donc, un yield, ça peut être vu comme l'inverse d'un multiple, c'est-à-dire que c'est 1 sur un multiple. Donc, en fait, plus le yield est important, moins l'actif est bien valorisé. On va aussi regarder de la même manière qu'on pourrait le faire dans le cadre du marché résidentiel pour les particuliers, on va regarder le prix au mètre carré pour comparer des actifs entre eux. Et si tu pouvais revenir rapidement sur les différents drivers et metrics du M&A real estate. C'est un peu, ouais, c'est un peu ce que je viens de dire là. Donc, en termes de trading multiples, on va regarder principalement 3. Le FFO yield, le dividend yield et la prime des cotes sur NAV. Ensuite, dans les gros KPIs, regardez, donc il y a ce qu'on appelle la GAV, la Gross Asset Value, qui est donc la valeur du patrimoine telle que valorisée par les experts. On va regarder la NAV, qui est donc cette même valeur, mais nettée. Ensuite, en termes d'agrégat plutôt liés à la dette, on va regarder principalement 2 agrégats. Donc, le leverage ratio, qui est la dette nette sur l'EBITDA, et ce qu'on appelle la LTV, donc qui est le rapport entre la dette financière nette et la valeur du portefeuille. Okay. Et tu peux rappeler c'est quoi une foncière? Une foncière, c'est une société dont l'activité consiste à investir dans des actifs immobiliers, donc juste pour le coup au niveau de l'immobilier. Donc en fait, ses revenus sont principalement tirés des loyers qu'elle va percevoir pour les actifs qu'elle met en location. Donc son cœur de métier, c'est d'acquérir des actifs, de les détenir pendant une certaine période de temps, donc pendant lesquelles elle va pouvoir optimiser ses actifs. Donc en fonction de la qualité des actifs, elle va mettre en place des programmes de CAPEX pour améliorer ses actifs. Elle peut par exemple acheter un immeuble de bureau assez ancien, décider de complètement le refurbisher et ensuite de le remettre en vente quelques années plus tard, une fois qu'elle estime qu'elle aura atteint le potentiel, l'upside maximal avec cet actif. Donc, c'est des sociétés qui peuvent avoir un statut particulier, qui est le statut SIC. Donc, c'est un statut qui est fait justement pour les foncières. C'est un statut qui permet, en fait, entre autres, de ne pas faire peser l'imposition sur les foncières, mais au niveau, en fait, des investisseurs de ces sociétés. Donc, la société n'est pas imposée au niveau de son résultat, mais en tant qu'actionnaire, vous allez être imposé sur les dividendes qui sont distribués. C'est en fait pour permettre à ces sociétés dont le métier est d'acheter et de céder des actifs de ne pas être contraintes par des impositions très fortes à chaque fois qu'elles vont faire des transactions. Merci pour ces réponses. Je prendrai là du coup des questions plus en rapport avec votre activité à la Société Générale. Oui. Euh, Est-ce que vous travaillez parfois avec d'autres équipes de la SOG en M&A? Avec d'autres équipes M&A ou d'autres équipes d'investment banking de manière plus générale? Plus général, oui, j'y vais. Alors, ça peut arriver que sur certains process, on est notamment ce que je disais avant, hein, lorsqu'il s'agit de sociétés qui ne sont pas, dont le cœur d'activité n'est pas l'immobilier, mais qui peuvent avoir des problématiques immobilières. C'est vrai que ça nous est déjà arrivé d'avoir des commandats avec d'autres équipes. Je pense notamment à l'équipe Consumer Retail, quand il s'agit par exemple de chaînes de distribution alimentaire qui détiennent de l'immobilier. On travaille aussi beaucoup avec les équipes de financement, de par justement le fait que les sociétés immobilières ont un recours massif à l'endettement. Et après, effectivement, dans le cadre d'opérations plus particulières, typiquement tout ce qui est introduction en bourse, augmentation de capital, on va travailler très étroitement avec les équipes ECM en leur apportant notre expertise sectorielle. Et est-ce que c'est que du large cap
ou aussi des opérations plus petites en real estate que vous Non, effectuez? ça peut arriver que ce soit aussi des opérations plus petites, notamment lorsqu'il s'agit de portefeuilles spécifiques et aussi en fonction du client avec qui on échange. C'est vrai que si c'est un client clé et stratégique pour la banque, on peut accepter de prendre un mandat euh, dans une optique voilà, de continuité de la relation, de bonne relation avec ce client. Je prendrai là du coup quelques questions sur des parcours. Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous faites des conversions de stagiaires en CDI en ce moment? Oui, oui, oui. Et est-il possible de passer d'une équipe real estate vers une autre équipe? Oui, bien Euh, sûr. Bien sûr, en fait, je pense que en tant que stagiaire et même après, lorsque vous devenez analyste, c'est pas parce que vous avez fait un stage en immobilier qu'on vous collera l'étiquette d'expert en immobilier. Ça, il faut plusieurs années pour avoir vraiment, pour devenir vraiment un vrai spécialiste. Donc, c'est tout à fait possible après de changer d'équipe. Ça conditionne pas le début de votre carrière. Par contre, je pense effectivement que ça peut être un atout parce que c'est un secteur qui est quand même assez technique et qui donc, en plus des méthodes de valorisation classiques qu'on peut utiliser dans le M&A, va utiliser d'autres méthodes de valorisation et va permettre de découvrir tout un secteur qui est au final très large et qui peut être intéressant pour, comme dit, la suite de la carrière. Donc après, on peut démarrer en immobilier, on peut démarrer chez un asset manager, par exemple comme Primonial, chez un assureur comme AXA qui a donc une équipe dédiée, chez Ardian qui a une poche real estate qu'ils ont beaucoup développé, ou dans le cadre d'une foncière, je pense par exemple à Unibail Rodamco ou d'autres, hein, mais qui ont des programmes, des graduate programmes qui permettent en fait en l'espace de quelques années d'explorer différents départements au sein de ces sociétés en France et à l'international. Donc, qui permettent vraiment d'avoir une expérience assez riche. et à ton avis, est-il possible des exits vers ces fonds-là spécialisés en IMO et plus généralement vers des fonds généralistes? Euh, oui, oui, je pense que c'est possible. Après, tout vient dans la justification, hein, quelque part. Je pense que dans le cadre d'une carrière, ce qu'on va rechercher, en tout cas pour un analyste junior ou quelqu'un qui a 2, 3 ans d'expérience, c'est que la personne ait eu l'occasion d'être bien exposé sur les transactions sur lesquelles il a travaillé, qu'il ait eu l'occasion de mettre les mains dans le cambouis et de montrer qu'il a appris beaucoup de choses et qu'il va être capable de réutiliser toutes ses connaissances et ses compétences pour les appliquer à d'autres secteurs d'activité derrière. On reste quand même sur du M&A, donc il y a quand même une très très grande similarité avec les autres équipes de M&A, seulement appliquées à d'autres secteurs. Et, le fait de se sectoriser est une bonne façon de démarrer dans le M&A ou faut-il mieux privilégier du mid-cap pour se former de manière générale et à la suite se spécialiser en real estate, par exemple? Alors, euh, comme dit avant, je pense que le fait d'avoir 1 année ou 2 années d'expérience en immobilier ne fait pas de vous un spécialiste. Donc, c'est tout à fait possible de revendre cette expérience pour rejoindre une équipe généraliste derrière. Par contre, je pense que ce sera un petit peu plus compliqué de démarrer en tant que généraliste pour après rejoindre une équipe vraiment spécialisée en real estate parce que il y a quand même un certain nombre de métriques, de, de connaissances à avoir qui permettent d'être tout de suite opérationnel. Or, bien sûr, hein, si quelqu'un arrive à démontrer qu'il apprend vite et qu'il peut rapidement se former, ça peut toujours être faisable. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué dans ce sens-là, en fait, de partir d'une équipe généraliste pour ensuite s'orienter vers le real estate. Après, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du nombre de candidats pour le poste, la manière dont la candidature est défendue. Voilà, je ne peux pas dire que c'est impossible, mais je pense que de manière générale, le passage d'une équipe real estate vers une équipe généraliste est plus simple que l'inverse. Ok. Et à quel rythme pardon, évolue-t-on en seniorité une fois en poste et quel est l'ordre à suivre dans la hiérarchie à la Société Générale, par exemple? Ça reste classique, hein. C'est un parcours classique. C'est 3 années d'analyste, 3 années d'associate, 3 années de VP. Et puis après, à partir du poste de directeur, en fait, comme dans les autres banques, hein, ça va vraiment dépendre des opportunités pour passer MD. Ça, je ne saurais pas dire quels sont les critères.
C'est une question d'opportunité, de gens en poste qui vont bouger. Ça va être une question de montant de fees rapportés. Donc ça, après, c'est plus variable. J'ai une question sur le process de recrutement en janvier. Quand les process de recrutement pour stagiaires ouvrent pour janvier, je pense en ce moment-là. Je pense que ça devrait a priori ouvrir en. Alors peut-être qu'ils ont déjà fait quelques recrutements, mais sinon après ce sera potentiellement plus septembre. J'ai une question pour vous sur quel est votre point de vue sur les futures tendances de l'immobilier. Que pensez-vous de l'investissement immobilier participatif BRICS ou bien via blockchain token? Alors, c'est difficile d'avoir en fait une vue globale sur le secteur de l'immobilier et les tendances. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement le contexte macroéconomique actuel, avec la hausse des taux et les incertitudes sur l'évolution de la situation économique et le risque de récession pèse sur les foncières de manière générale, de par effectivement leur niveau d'endettement qui est assez conséquent. Après, il va y avoir des tendances qui vont être très différentes et qui sont très différentes en fait depuis le Covid. Donc, au moment du Covid, les foncières santé ont été très plébiscitées par les investisseurs. Le scandale Orpea a mis un coup d'arrêt sur cette tendance positive et à faire redescendre les valorisations dans ce sous-segment. Et au contraire, on va avoir des sous-segments qui ont été pendant plusieurs années dénigrés et qui aujourd'hui retrouvent les faveurs des investisseurs, comme par exemple tout ce qui va être retail, donc les centres commerciaux, mais notamment aussi les retail parks, et tout ce qui va être hôtellerie, avec la reprise en fait de l'activité touristique qui a mis du temps en fait à recover du Covid-19, notamment avec le tourisme d'affaires qui a vraiment eu beaucoup plus de temps et qui aujourd'hui, les investisseurs ont des attentes de croissance qui sont assez élevées et qui donc justifient un retour en grâce en fait de ces deux segments. Et pour tout ce qui est immobilier participatif, j'avoue que là, pour le coup, j'ai pas forcément de point de vue arrêté là-dessus, ni d'avis particulier. Je pense que dans l'immobilier, c'est que c'est un, ça les gens doivent le savoir, c'est un secteur qui est très très local. Et voilà, les opportunités sont présentes, mais faut savoir bien les analyser avant d'investir. Faire comme dans tout secteur, hein, et comme avant tout investissement, faire ses due diligence avant d'investir. Et j'ai une question un peu plus axée sur Société Générale. Oui. Est-ce que tu peux rappeler comment est organisée Société Générale à la fois sur les différents métiers et par secteur? Alors, il y a une équipe qui va être généraliste qui s'appelle donc la French Team, qui est des fois est appelée Execution Team à tort parce qu'ils font beaucoup d'exécution, mais pas que de l'exécution. Ils ont aussi ils sont aussi présents sur la phase marketing des process. Et ensuite, il y a des équipes secteurs. Donc, à Paris, il y en a alors, ce sera exhaustif, mais en tout cas, il y a l'équipe Real Estate, il y a l'équipe Diversified Industry, il y a l'équipe Consumer Retail, il y a l'équipe FIG, des équipes qui sont aussi présentes donc en France et à l'international, comme l'équipe TMT, l'équipe PNU, l'équipe Healthcare aussi. Donc, qui, en fonction des mandats, peuvent être amenés à soit exécuter le mandat elle-même, soit il y aura une équipe projet qui va être composée de membres à la fois de la French Team et de l'équipe secteur. Et il y a effectivement aussi toute la franchise Midcap qui va être du coup généraliste, mais qui est également présente sur le floor avec nous. Je vais prendre les deux dernières questions que j'ai sur le chat. Y a-t-il des recrutements pour mars? Oui, oui, bien sûr. Après, c'est vrai que les recrutements pour septembre et mars, il y a un petit peu moins de postes, étant donné que la plupart des gens faisant une césure, généralement juillet, décembre, janvier, juin, Ouais. il y a quelques postes, mais qui sont moins importants que le nombre de postes qu'il y aurait en juillet ou en janvier. Et serait-il possible d'avoir une idée sur le variable en tant qu'analyste M&A Real Estate? Est-ce que ça arrive d'avoir 100% de son fixe? Oui,
Voilà, c'est clair. J'ai plus aucune autre question sur le chat. Je pense que je peux mettre fin à la session Q&A si ça te va, Léopold. Parfait. Ben, merci à tous et puis merci pour vos questions. Merci à tous pour votre présence et votre attention aujourd'hui. Et merci aussi à toi aussi, Léopold, d'avoir accepté de participer. J'ai une main levée de quelqu'un, je pense, qui voudrait te poser une question. Oui. Si... Ok. Bah, du coup, il a baissé la main. Si jamais... Non. Non, il a baissé sa main. Ok. Voilà, merci à tout le monde et merci à toi aussi, Léopold, d'avoir participé. Ah, ok. J'ai la main qui s'est relevée. Je vais lui donner la parole. Voilà, Hugo, je pense que tu peux parler là pour le coup. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. C'était simplement une question par rapport, pour revenir au mail du RH à qui on pourrait envoyer peut-être notre CV, Ouais. savoir si c'était possible. Bah ça, je pense que je vais le donner à Guillaume Méziade parce que je veux pas non plus qu'il se fasse bombarder après l'email parce que il reste qu'à de m'en vouloir. Donc, je vais plutôt le transmettre à Guillaume Méziade et après, je laisserai décider sous quel format ils veulent le transmettre. Ça Ok, marche très bien. direct Merci. entre vous et les étudiants qui cherchent des stages en M&A Real Estate. J'ai une deuxième main levée si ça ne te dérange pas. Oui. Merci. Voilà, Ami, je pense que tu peux parler. Oui, bonjour, c'est juste pour poser exactement la même question, donc c'est bon, merci beaucoup. Ok, bah, ça marche. Merci. Du coup, merci encore une fois à toi, Léopold, d'avoir accepté cette invitation. Et pour les personnes qui cherchent un stage et qui sont intéressées par les packs Trainingio, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations possibles. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, bonne fin de journée à tous et au revoir. Au revoir, Léo.